9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 25 septembre 1880, Jules Massenet écrit « Je me repose d'Hérodiade et je prends de nouvelles forces pour écrire Werther, un drame lyrique en 4 tableaux. Cet ouvrage tout spécial est destiné à me satisfaire d'abord. » C'est toujours bien quand un compositeur se fait plaisir, n'est-ce pas, en mettant en musique cet emblème du romantisme allemand. C'est un petit peu à contretemps, évidemment. Massenet, à l'instar d'Edmond Rostand qui ressuscite le drame romantique en alexandrin avec Cyrano de Bergerac, va essayer en quelque sorte de trouver sa place. 7 ans plus tard, l'ouvrage est achevé, je dis bien 7 ans. Hein. Il a 45 ans, Massenet, à ce moment-là, ce 25 mai 1887, quand va se lever le rideau. Lui, en attendant, il se lève très tôt le matin, il a toujours fait ça, qu'il ait envie d'écrire ou pas, il est debout à 5h30, il sait que l'inspiration ne visite pas les paresseux, il pose les dernières retouches à sa partition. Alors, il faut l'imaginer, hein, Massenet, avec ses célèbres moustaches, il se prépare, il se fait beau, et puis le voilà qui se dirige vers l'Opéra Comique où l'attend le directeur, un directeur que tout le monde connaît bien, c'est Léon Carvalho, bien sûr. L'accueil n'est pas vraiment celui auquel Massenet s'attendait. « J'espérais que vous m'apportiez une autre Manon. C'est un sujet sans intérêt. Il est condamné d'avance, dit le directeur. À son avis, Werther renvoie à une époque qui n'est plus l'époque en vogue. Ça renvoie tout ça au romantisme. C'est plus ce dont les gens ont envie. » Or, Massenet lui-même avait tourné la page du romantisme avec un sujet comme Manon, tout en légèreté, en frivolité parisienne, et le public avait fait un triomphe à sa création. Triomphe que Carvalho espérait renouveler, réitérer, un peu dans la même veine, si vous voulez. Et c'est pas du tout ce qu'a fait Massenet, qui a donc, vous l'avez compris, complètement changé là d'inspiration. Quelques heures plus tard, un dramatique événement qui condamne temporairement Werther va succéder à ce jugement sans appel de Carvalho, puisque c'est l'incendie de l'Opéra Comique, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, hein, cet incendie qui va provoquer la mort de 84 personnes. Et il va falloir maintenant attendre, pour entendre Werther. Le public parisien va devoir patienter, tenez-vous bien, jusqu'au 16 janvier 1893. Et c'est à la salle Favart qu'on va donc découvrir Werther. Le livret, nous dit Gérard Condé, hein, dans son ouvrage aux éditions Bleu Nuit éditeur, le livret est assez fidèle au roman, parfois textuel, mais c'est d'une autre histoire qu'il s'agit, de par l'importance accordée à Charlotte, qui, dans l'original, n'existait qu'à travers Werther. Tel est le destin des librettistes, conscients du malaise, voire de la répulsion qu'inspire la personnalité délétère de Werther. Oui, c'était peut-être pas finalement le sujet idéal. Déjà, Gounod, dans Faust, hein, avec ses librettistes, en avait fait de même d'après le grand œuvre de Goethe. Faust, bien sûr, ils avaient donné beaucoup plus d'épaisseur au personnage de Marguerite pour rendre l'ouvrage plus conforme à ce qu'on attend d'un opéra à Paris. La partition, cette fois, la partition de Massenet dans Werther, offre des duos incroyables. Vous savez, ces duos entre Werther et Charlotte qui sont déchirés entre leur aspiration au bonheur et le respect des conventions sociales et familiales que la jeune femme n'arrivera pas à dépasser. Massenet exploite les ressources du grand orchestre symphonique. Il parvient à créer néanmoins une espèce d'atmosphère assez particulière, intime, pénétrante, avec tous ces grands airs de Charlotte, hein, que tout le monde connaissait. Évidemment, Adieu notre petite table, l'air de la lettre. On chantait ça autrefois, on sifflotait. Enfin, je dis autrefois, moi je l'ai fait il n'y a pas si longtemps après tout. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a un poncif qui a été 100 fois repris et qui fait de Massenet le compositeur de la femme. Ce poncif, il faut peut-être essayer de le reprendre et de voir les choses de plus près. On a toute cette image de la courtisane, de la bourgeoise tourmentée, la cocotte à la Maupassant, si vous voulez. On est à l'époque des grands romans naturalistes, bien sûr. Le nom de Massenet a un petit côté comme ça, passé,
pour pas dire un peu passéiste. Ça sent un peu le 78 tours et la carte postale sépia, vous savez, avec le monsieur moustachu qui se penche sur la jeune femme énamourée. Et c'est vrai que sur les 25 œuvres lyriques de Massenet, il y en a 12 qui portent des noms de femmes. On pourrait presque dire qu'il respectait la parité avant l'heure, cet homme-là. Quant à sa carrière, bien sûr qu'elle est assez éblouissante. Un prix de Rome à 21 ans, reçu à l'Opéra Comique, vous l'avez compris, à 25 ans, puis à l'Opéra à 35, professeur au conservatoire, membre de l'Institut à 36 ans. Bon, c'est un cursus honorum extraordinaire. Massenet est le seul grand compositeur français du 19e à descendre d'une aristocratie, d'une bonne famille, en tout cas, je vais dire d'une aristocratie, de la grande bourgeoisie, disons, avec des industriels, des artistes, des militaires, etc. J'avais, il y a quelques années, reçu sur une autre radio les sœurs Massenet, dont la célèbre Ariane Massenet, bien entendu, qui sont les descendantes directes de cette lignée et du compositeur. Jules est le 4e et dernier enfant de la 2e couche de son père Alexis, mais c'est sa 12e progéniture. Hein. Alexis, vous voyez, tout ça, on est dans la bonne société, militaire puis industrielle, et Jules ne va pas aimer son prénom, d'ailleurs il interdit qu'on le publie, ce qui explique que sur tous les documents contemporains, on est partout toujours J. Massenet. Jules, ça lui plaisait pas. Bref, son enfance se déroule à Paris. On l'inscrit au lycée Saint-Louis à l'âge de 9 ans, un lycée qu'il ne semble pas avoir énormément fréquenté. Sa formation scolaire est surtout assurée, comme ça se faisait à l'époque dans les bonnes familles, par sa mère, par Adèle. Vous voyez qu'il est le pur produit d'une société bien établie, qui est cette société française bourgeoise de la fin du 19e siècle. Alors, c'est un garçon studieux qui prépare sérieusement ses classes au conservatoire, le jeune Jules Massenet, qui s'est installé chez sa sœur aînée. Il s'exerce au piano avec ardeur dans l'atelier du mari de Julie, de sa sœur Julie. Le mari en question, c'est le peintre Paul Cavaillé. Et c'est Jules Vallès qui va évoquer Massenet dans Le Réveil du 11 juillet 1882, je le cite. Il avait alors ce pianoteur 14 ou 15 ans peut-être, de longs cheveux blonds, des yeux profonds, et tout gamin qu'il fût, il nous intimidait et nous inspirait presque du respect, tant il était assidu et bûcheur, exact comme une horloge, plaçant son derrière sur sa méthode et attaquant à heure fixe son instrument, écartant d'un geste de pythonisse tout ce qui gênait sa furie d'harmonie. Reconnaissez toute la simplicité du style de l'époque. Bref, Massenet va conserver cette discipline. C'est une espèce de machine de travail, Massenet. Il sera comme ça toute sa vie. Il va commencer à fréquenter à l'époque le milieu parisien artistique, cette bohème littéraire où il côtoie les rapins, des grisettes, des philosophes de brasserie et des poètes ratés. Ça, c'est dans le côté vraiment bohème de la société montmartroise. Ce sont les scènes de la vie de bohème, n'est-ce pas ? Il accepte, pour ne pas gréver le ménage de sa sœur, un petit emploi de timbalier dans un orchestre de brasserie qui se produit rue des Poissonniers, puis il s'installe à son compte dans un petit logement de la rue de Ménilmontant. Massenet vit à 2 pas du cirque Napoléon, c'était le cirque d'hiver qui venait de se construire à l'époque, et il aime cette atmosphère, la faune clownesque qui peuple ce quartier. Il y a même des artistes jusque dans son immeuble. Il doit y avoir là une atmosphère très particulière qui est celle de la fin du Second Empire. Bientôt, il est timbalier 3 soirs par semaine au Théâtre Lyrique, là on est boulevard du Temple, et c'est là qu'il assiste le 19 mars 1859 à la première de Faust, bien entendu. Et ça va le marquer, ça va le marquer à vie. Au fond de l'orchestre, nous dit Gérard Condé, Massenet eut tout loisir de prendre sur le vif de précieuses leçons d'instrumentiste. Bon, il finit ses classes au conservatoire, où il est élève d'Ambroise Thomas, professeur académique dans le meilleur sens du terme, bien qu'il souffre encore aujourd'hui du mot injuste de Chabrier à son endroit, qui disait « il y a 3 sortes de musique, la bonne, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas ». Bref. Le conservatoire, en soi, n'a pas formation à former des artistes révolutionnaires. Au contraire, il est là pour transmettre un savoir plus traditionnel. Il est là pour sanctuariser les savoirs et les dispenser aux meilleurs des élèves.
Et c'est ensuite à chacun d'aller suivre sa voie. Vous avez Debussy qui va élargir complètement, faire déborder le lit, si je puis dire, de la musique de son temps, là où Massenet, lui, préfère perpétuer ce qu'il a reçu. Massenet, c'est vrai, écrit très facilement, il a la plume facile, et pendant son passage dans la classe de Thomas, on le voit déjà composer avec frénésie. Et puis, il y a donc ce prix de Rome et le séjour à la Villa Médicis. Alors, il y avait eu Berlioz avant lui, ensuite il y aura Debussy. Aussi bien Berlioz que Debussy se seront ennuyés à la Villa Médicis. Massenet, lui, en profite pour faire le grand tour, si je puis dire. Il visite non seulement la ville éternelle, mais l'Italie en général. Il y a quelque chose de touristique, et dans ses souvenirs, plus exactement, ça s'appelle « Mes souvenirs », qui ont été dictés à l'attention de ses enfants et de ses petits-enfants et de sa famille. Voici ce qu'il nous dit, ce qu'il écrit. « Les fêtes du carnaval venaient de se terminer à Rome avec leurs bacchanales endiablées. Sans avoir la réputation de celle de Venise, elle n'en avait pas moins d'entrain. Elle se déroulait dans un tout autre cadre, plus grandiose sinon mieux approprié. Nous y avions participé dans un grand char construit par les architectes et décoré par les sculpteurs. La journée s'était passée à lancer des confettis et des fleurs à toutes les belles romaines qui nous répondaient du haut des balcons de leur palais du Corso avec des sourires adorables. Sûrement, Michelet, lorsqu'il composa sa brillante et poétique étude sur la femme, pour faire suite à son livre sur l'amour, dut avoir sous les yeux, en pensée comme nous les eûmes, nous, en toute réalité sous les nôtres, ces types de rare, éclatante et si fascinante beauté, qu'en termes familiaux, ces choses-là sont, après bien du temps, rapportées. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer son épouse, enfin sa future épouse, Massenet, Madame de Sainte-Marie, comme beaucoup de grandes dames séjournent dans les capitales où les enfants se forment au contact des civilisations étrangères. C'est le grand tour, je vous le dis. Il fallait leur trouver un professeur de musique. Alors, Franz Liszt, qui réside à Rome à l'époque et qui vient de recevoir les ordres mineurs, aime rencontrer les pensionnaires de la villa. Il se trouve que la dame lui demande de lui recommander un professeur pour sa fille Louise, que tout le monde appelle Ninon, et l'abbé Liszt, si je puis dire, va indiquer le jeune Massenet. Et à partir de là, vous comprenez ce qui va arriver. Vous l'avez deviné déjà, mes chers enfants, ce fut cette exquise jeune fille, Louise, qui 2 ans plus tard devait devenir mon épouse aimée, la compagne toujours attentive, souvent inquiète de mes jours. Ah là, on est vraiment dans le grand style bourgeois de l'époque. Vous voyez que nous n'en sortons pas d'une certaine manière. Alors bon, c'est bien Rome et l'Italie. C'est en passant par Venise d'ailleurs qu'il rentre à Paris en 1865. Vous voyez qu'on est dans le début de l'Empire libéral, juste avant la grande exposition universelle. C'est vraiment l'époque du Second Empire. Il s'installe rue Taitbout dans le 9e arrondissement. Alors, on vient de remanier complètement les arrondissements de Paris, j'entre pas dans ces détails. Et il va s'occuper de faire exécuter sa suite symphonique qui s'appelle Pompeia. J'ai pas besoin de vous dire que c'est très inspiré par l'Italie, tout ça. Œuvre à l'orchestration brillante. Il y a un petit peu du carnaval romain de Berlioz, sans doute, mais il y a surtout cette tendance innée de Massenet à penser la musique comme une scène d'opéra. Qu'est-ce que vous voulez? Ce garçon-là a le théâtre dans le sang et il va le prouver par la suite avec toutes ses grandes œuvres, bien entendu. Il a l'intention de se faire connaître, il est dans tous les salons mondains de l'époque. Il est très friand de mélodie comme l'est la société de son temps. Et c'est un genre léger dont on doit pouvoir dire qu'il est parfait pour les salons et qui permet d'exprimer en même temps cette sensibilité si particulière que va développer Massenet, qui trouve en Armand Sylvestre son poète de prédilection, poète prolifique, que d'ailleurs Delibes et Fauré ont mis en musique de leur côté. Sylvestre a beau être polytechnicien de formation, c'est un sentimental, sa poésie est très personnelle et c'est cet aspect qui a séduit la sensibilité du jeune Massenet. Sur ta bouche, avec le désir, je bois ta dernière caresse, car je ne veux plus de maîtresse que celle qui ne saurait trahir. Enfin bon, ça c'est dans Un adieu, c'est daté de 1868. Sylvestre écrit dans l'ombre de Musset, de Baudelaire, mais
On sait qu'il n'y a pas besoin d'être un poète de premier plan pour fournir à des compositeurs l'occasion de faire de la jolie musique, n'est-ce pas? Le biographe, un des biographes de Massenet, Jacques Bonnaur, qui écrit chez Actes Sud, nous dit « Les mélodies de Massenet, pour exprimer un romantisme tardif et parfumé, moins mystérieusement subtil que celui de Fauré, ont le charme des vieilles choses un peu fanées mais attachantes. » Intéressant d'ailleurs cette idée de sépia, de fané, d'un peu qui s'attache à une musique qui, après tout, n'est que le reflet de ce qu'a été son époque. Alors, un des thèmes les plus populaires de Massenet, c'est l'élégie, comme vous venez de l'entendre. Hein. À l'origine, le numéro 5 des 10 pièces de genre, ça c'est la méditation de Thaïs. Le compositeur va réutiliser cette merveilleuse mélodie en 73 dans un solo de violoncelle avec orchestre. Succès tellement considérable que Louis Gallet, en 1875, va mettre des paroles sur le thème. Et alors là, ce sera une gloire alors encore plus extraordinaire. Ce sera chanté partout dans les salons. Vous savez, c'est l'époque où on édite les partitions, on les achète et on les joue. Alors, il ne faut pas oublier Ninon, hein, puisque je vous ai parlé de cette épouse avec qui Jules entretient dans un premier temps une correspondance discrète. Le mariage a lieu le 8 octobre 1866 à Avon, tout près de Fontainebleau, hein, dans la commune où Madame de Sainte-Marie possède une maison de vacances. Inutile d'extravaguer sur les rapports affectifs d'un compositeur tout entier sous l'emprise d'une activité prolifique et de son épouse qui finit par préférer les séjours dans les villes d'eau à la garde du foyer. Au fil des années et des crises surmontées, les lettres quasi quotidiennes de Massenet entretenant de l'avancée de son travail et des aléas de ses voyages témoignent d'une relation de confiance assez étroite, écrit Gérard Condé. On ignore, en revanche, ce qu'il recevait en retour et si l'intérêt de Ninon pour les œuvres de son époux est resté aussi vif que la vénération dont elle fut toujours l'objet déclaré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez bien compris que pour l'instant, Massenet vit surtout de leçons de piano. On est toujours dans les beaux quartiers de Paris. Hein. Et d'ailleurs, lui-même va s'installer rue Malesherbes avec son épouse et leur fille unique Juliette. Juliette est née en 1868. Vous voyez, tout ça se fait tout à fait dans les formes et dans les temps. Bon, ça va être la chute du Second Empire, bien sûr. Il y a Sedan, il y a le siège de Paris, il y a la Commune en 71. Tout ça interrompt l'intense activité du compositeur, qui d'ailleurs va être enrôlé pour l'occasion dans l'infanterie. Il composera d'ailleurs des scènes pittoresques pour orchestre et plus tard des scènes dramatiques. Mais vous avez bien compris que s'il y a un domaine auquel Massenet a bien l'intention de consacrer l'essentiel de son talent, c'est l'opéra, bien entendu, dont César de Bazan est représenté, on ne peut pas dire avec un grand succès en 1872, un oratorio Marie-Madeleine est joué l'année suivante, et ça c'est un triomphe auquel Pauline Viardot, qui chante, n'est même sûrement pas étrangère. Massenet est élu entre-temps à l'Académie des Beaux-Arts, devenu professeur de composition au Conservatoire en 78 et il va former, s'il vous plaît, comme élève, 18 grands prix de Rome, sans oublier les jeunes compositeurs auxquels il va prodiguer ses conseils. Quand je parle de jeunes compositeurs, il y a des gens là-dedans comme Maurice Ravel, par exemple. C'est assez fascinant ce qui s'est passé dans ce dernier quart du 19e siècle. Une espèce d'efflorescence générale, un goût de l'excellence, une capacité de la société à former des talents, mais par ensembles entiers. Évidemment que Massenet est l'incarnation de tout ça. Et ceux qui auront eu la chance de l'avoir pour professeur le décriront comme le professeur idéal, un homme en plus d'une très grande culture, avec un enseignement qui se fait avec tact, parce que Massenet prend soin de donner à ses élèves ce qui est peut-être le plus important pour un artiste, et ce qu'ils viennent d'une certaine façon chercher, non seulement dans sa classe, mais plus généralement au conservatoire. Il leur donne une certaine confiance en eux. C'est Reynaldo Hahn, vous savez, le merveilleux Reynaldo Hahn, qui se souviendra de ça. Il parlait de tout, de littérature, d'histoire, de peinture, dit-il. Incroyable, quand je vous parle d'une efflorescence culturelle, c'était quand même quelque chose. Tout lui était bon pour illustrer ce qu'il voulait nous faire comprendre, et son éloquence égalait sa sensibilité, dit Reynaldo Hahn, qui, en matière tant d'éloquence que de sensibilité, c'est à peu près de quoi il parle. Je n'oublierai jamais, ajoute-t-il, les heures passées avec lui au musée du Louvre. C'est quand même intéressant. C'est pas tellement l'image qu'on se fait d'un prof de musique d'aller arpenter les galeries du Louvre.
enfin les galeries, les salles du musée, hein. Eh bien, c'est exactement ce que fait Massenet avec ses élèves. Alors, pour le livret de son opéra Manon, il va choisir le roman de l'abbé Prévost, hein, bien sûr, Manon Lescaut. C'est la représentation dont je vous parlais, 1884, à l'Opéra Comique. Massenet, qui a 42 ans, va connaître là un véritable triomphe. C'en est fini des années plus ou moins difficiles de la jeunesse, même si vous aurez compris que les difficultés en question ont toujours été surmontées et vécues avec une forme de stoïcisme par Massenet. Maintenant, c'est Manon, et c'est peut-être parce que lui-même est en train peu à peu d'abandonner la jeunesse qu'il la chante et qu'il la met en note avec un tel élan, un tel éclat, une telle beauté. Manon, profitons bien de la jeunesse. 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette émission est consacrée à un musicien, mais un musicien amoureux de peinture et ami des impressionnistes. Et je vais la commencer, cette émission, en vous montrant un tableau, et même deux, car on peut montrer la peinture à la radio, il suffit de la décrire. Les mots sont là pour ça. Il y a un portrait d'Édouard de Taille où l'on voit Chabrier installé au piano. Il est presque un peu raide, sans avoir pris la peine d'ôter son par-dessus ni son chapeau. Il triture à pleine main l'ivoire d'où s'échappe une multitude de notes. On pense à la description qu'a faite Alfred Bruno. Le spectacle de Chabrier exécutant Espagna dans un feu d'artifice de cordes cassées, de marteaux en miettes et de touches pulvérisées était chose de drôlerie inénarrable qui atteignait à la grandeur épique, voilà qui donne l'image d'un compositeur qui serait une sorte de pianiste broyeur d'ivoire. À ce portrait, permettez-moi d'opposer tout de même celui plus connu et sans doute plus juste d'Henri Fantin-Latour. Ça s'appelle « Autour du piano » et ça date de 1885. Vous pouvez voir la toile au musée d'Orsay. Chabrier est là dans la position d'une sorte de chef de bureau, même s'il y a quelque chose de rustique dans sa physionomie, avec sa taille rablée, ses doigts charnus et ses bras courts, ses mains potelées en somme. Comme Huysmans, son compagnon de bureau au ministère de l'Intérieur, ou son ami Manet, il appartient à la race des novateurs bourgeois typiques de la fin du 19e siècle. Celui qui nous dit ça, c'est Francis Poulenc, dans sa biographie du compositeur qui vient d'être rééditée par Jean-Philippe Biojou chez Bleu Nuit éditeur. Chabrier, en tant que pianiste du groupe, occupe tout le centre de la toile, mais il y a autour de lui toute la constellation des personnalités qui gravitent là, plus en vue que lui d'une certaine manière. Je pense à Vincent d'Indy, l'ombrageux Vincent d'Indy. Le portrait fait référence au concert donné par le groupe qui s'appelle le Petit Bayreuth, groupe formé par Antoine Lascou. Il y a entre Chabrier et les impressionnistes un point commun, en effet, qui est le point commun à toute une époque, ou en tout cas à toute une partie de la société de l'époque, c'est l'amour qu'ils vouent tous à Wagner. Au lendemain de l'occupation prussienne, ce n'est évidemment pas forcément une passion bien portée ou bien perçue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né dans les monts du Forêt le 18 janvier 1841, Emmanuel Chabrier, à Ambert exactement, donc Ambert sous-préfecture du Puy-de-Dôme, si je ne m'abuse. La fourme d'Ambert est très connue, c'est un fromage très connu. Sa famille est implantée dans la région depuis des générations, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie auvergnate. Dans mon pays, il n'y a que des brutes, tout au plus bonnes à faire des porteurs d'eau ou des gens d'esprit, j'ai choisi. Son père est un avocat brillant. Le jeune Emmanuel, à 6 ans, commence le piano. Il se colle au clavier et pour professeur, il a 2 pianistes espagnols. C'est ainsi que l'Espagne tout de suite entre dans son univers. Il mettra cette Espagne en musique quelques décennies plus tard. En 1856, ses parents s'installent à Paris. Emmanuel est inscrit au lycée Saint-Louis. Vous voyez que c'est une voie royale qui est en train de se dessiner. Il poursuit ses études musicales. On le décrit comme un élève plein de joie de vivre, un peu bouffon parfois. Il fait rire les autres et il exercera son humour dans le choix des titres de certaines de ses œuvres. Vous savez, pour ce qui est des études, il suit des leçons
leçons de piano et d'harmonie. Chabrier au piano, c'est un peu le poisson dans l'eau. Voici un petit extrait d'une lettre à ses parents. Amsterdam 1865, voilà 6 jours que je n'ai pas mis les mains sur un piano, j'en éprouve de douloureuses démangeaisons et je me prends parfois à promener mes doigts sur mon chapeau, sur la table que j'ai devant moi, sur le dos du voisin, bref, sur tout ce qui s'offre. Vous voyez l'esprit de ce garçon. Et peu à peu, ce qui va se confirmer, c'est au-delà de l'habitude d'un interprète, la vocation d'un compositeur. Emmanuel va suivre certes la tradition familiale qui veut qu'on étudie le droit et qui va le conduire donc au ministère de l'Intérieur où il entre licence en poche à l'âge de 21 ans. On est là en 1861. Autant dire que si l'on sait qu'il y restera jusqu'en 1880, ça fait 19 ans en tant qu'expéditionnaire au bureau des ampliations. Ça ne s'invente pas. On est vraiment dans ce que la fonction publique peut créer de plus folklorique. Un poste qui ne l'empêche pas d'être un des acteurs de la vie artistique à Paris. Il fréquente par exemple la maison d'édition d'Alphonse Lemaire au passage Choiseul. C'est le rendez-vous des grandes figures du mouvement parnassien. Vous savez, les poètes parnassiens. Et on croise là, bien sûr, le chef de file, Villiers de l'Isle-Adam, mais aussi Paul Verlaine, qui dit de lui « Chabrier gai comme les pinsons et mélodieux comme les rossignols ». C'est joliment dit. Verlaine, d'ailleurs, va lui écrire 2 livrets d'opéra bouffe. La vérité, c'est que Chabrier ne terminera jamais ces compositions-là. Il est toujours au ministère de l'Intérieur quand il crée L'Étoile, autre opéra bouffe. On est là le 28 novembre 1877. Accueil mitigé parce que la partition est peut-être un petit peu trop complexe pour un genre musical qui demanderait plus de simplicité. Bref, demi-échec, mais ça ne le décourage pas. Au contraire, plus que jamais, il se sent mûr pour l'opéra et 2 ans plus tard, il se lance dans l'écriture de Gwendoline. Il faudra quand même attendre 9 ans pour que naisse ce premier opéra sérieux dans lequel certains critiques voient, trouvent et dénichent l'influence de Wagner. Chabrier vient de ressentir le choc de sa vie, c'est ça la vérité. Il part pour Munich à l'été 79 pour entendre Tristan. Il y a pour 100 ans de musique là-dedans, dit-il. Il n'a laissé rien à fiche pour nous autres. Qui oserait ? Il parle de Wagner, bien entendu. Et avant de partir, il écrit cette lettre à son chef de bureau. « Monsieur, des affaires d'intérêt m'obligent à partir pour Bordeaux. Je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir m'accorder les 3 jours qui me sont nécessaires pour les discuter. Les lignes qui sont ci-dessus sont pour mon dossier. Or, comme je n'ai jamais menti, et c'est peut-être pour cela que je me suis toujours attiré la sympathique estime de mes chefs, je vous dois in petto la vraie vérité. Et la voici, je ne vais pas du tout à Bordeaux. Depuis 10 ans, et vous pensez s'il a dû croître depuis cette époque, j'avais un désir fou de voir représenter Tristan et Iseult de Richard Wagner. On ne voit ça qu'en Allemagne et ce chef-d'œuvre se joue dimanche à Munich. Je n'ai pu résister plus longtemps et j'ai couru aujourd'hui pour obtenir une passe jusqu'à Havicourt qui est hélas notre actuelle frontière. Je l'ai obtenue. Voilà mon crime, monsieur le chef de bureau. Je vous supplie de bien vouloir me pardonner cette fugue administrative et de croire à tout mon dévouement. Mercredi matin, au plus tard, je serai au bureau. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mon plus profond respect. C'est signé Emmanuel Chabrier. Voilà une lettre dont on devrait faire un modèle quand on veut s'absenter de quelques jours de radio classique. Finalement, je suis sûr que ça marcherait encore mieux qu'au ministère de l'Intérieur. Le chef va donner son autorisation et ça va, disons-le, changer le destin de notre musicien puisque juste après son retour en 80, il donne sa démission au ministère. Du point de vue budgétaire, c'est pas très prudent, mais tant pis. Il n'a plus l'intention maintenant de travailler en amateur, Emmanuel Chabrier. Il veut faire de la musique son métier. C'est en juillet 1925, à Arcueil, au 22 rue de Cauchy, dans une maison qui est dite aux 4 cheminées. On arrive au 2e étage, à côté de toilettes communes sur le palier, la porte de la petite chambre d'Éric Satie. Je dis petite chambre, 10 mètres carrés, avec un lit de fer recouvert d'une couverture de la SNCF. Tout ça donc sous la poussière, pas d'eau,
pas d'électricité, mais des centaines de mouchoirs, et puis des courriers qui n'ont jamais été ouverts et qu'on a entassés un peu partout dans le désordre, des dizaines de dessins de châteaux forts, de trains, dessins étranges qui sont enrichis d'extravagantes calligraphies où sont mentionnés des rivages enchantés, des étangs, des marais, toutes sortes de mondes imaginaires. Et dans un coin de la pièce, une série de costumes gris, tous identiques, une collection de parapluies noirs qui sont encore dans leur emballage, et puis couverts de poussière, là encore, à peine visibles sous l'entassement des lettres encore cachetées, 2 pianos droits qui sont attachés ensemble, des pianos désaccordés. Désaccordés, voilà ce que l'on pourrait dire de l'homme qui a vécu 27 années dans cette misère à laquelle il avait même donné un nom, il l'appelait la petite fille aux grands yeux verts. Dans les rues d'Arcueil, certains avaient pris l'habitude de croiser cet homme de bientôt 60 ans qui déambulait dans son costume gris, donc, avec un pardessus noir au col relevé, un chapeau melon vissé sur le crâne, avec un pince-nez légèrement de travers et puis cette barbe en pointe que l'on apprenait à connaître. Des yeux toujours espiègles malgré tout et le sourcil gauche relevé comme s'il avait l'esprit aux aguets. Toujours seul, Éric Satie, car avec l'âge, disons-le, sa misanthropie s'était beaucoup accrue. Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens, disait-il. Sa mélancolie aussi s'est renforcée avec le temps, un mal de vivre qu'il cache sous un épais vernis d'humour, expliquant que l'humour est la dernière tristesse. Cet homme étrange, qui avec le temps avait fini par devenir un petit peu irascible, fait toutes les nuits à pied le trajet depuis Paris jusqu'à Arcueil, promenant dans les rues son doux chagrin, portant à la main toujours un parapluie qu'il s'empresse de cacher sous son veston dès qu'il se met à pleuvoir, afin de ne pas le mouiller. Il a commencé la rédaction de ses souvenirs intitulés « Mémoire d'un amnésique », un recueil de 50 pages entièrement blanches. Il y a beaucoup d'absurde dans la vie, dans l'esprit, dans le quotidien d'Éric Satie. D'un air là, il a pris souvent l'habitude de dire « Quand j'étais petit, on me disait « Tu verras quand tu auras 50 ans ». Eh bien, j'ai plus de 50 ans et je n'ai rien vu. Il aime se présenter en disant « Je suis né très jeune dans un monde très vieux » ou encore « Quand j'étais petit, je m'appelais Éric Satie comme tout le monde ». Alors, essayons quand même de le saisir 35 ans plus tôt, Éric Satie. Il marche déjà dans la nuit parisienne pour rentrer chez lui. À l'époque, il habite à Montmartre. La silhouette est plus fine, bien sûr. Imaginez la démarche plus énergique et l'humeur plus gaie. Il fredonne même une valse dans le petit matin. Cet homme d'à peine 24 ans paraît avoir une santé de fer qu'il entretient avec des exercices de gymnastique qu'il fait constamment dans sa chambre. À l'époque, donc, il est à Montmartre, rue Cortot. On est en 1890. Satie entre au Chat Noir, le célèbre cabaret au pied de la butte, où il a été engagé comme pianiste. Il vient d'y passer une soirée probablement endiablée, au milieu d'une joyeuse bande dont font partie Georges Auriol, Maurice Donnet, bien sûr, et Verlaine, ou encore Alphonse Allais, qui a donné à Satie le surnom d'ésotérique Satie. Et ben voilà qu'il rentre, donc il revient dans ce cabaret, dans la salle exiguë là-bas au fond, recouverte de tapisseries anciennes, au milieu de l'épaisse fumée des pipes et du tumulte des conversations. Il lui arrive de jouer des chansons de café-concert assez légères et joviales et d'accompagner au piano les habitués qui chantent, mais il lui arrive aussi d'interpréter ces airs étonnants qu'il vient de composer, ces gymnopédies. C'est ainsi qu'il a réussi à troquer son surnom de Monsieur le Pauvre contre celui de gymnopédiste. D'ailleurs, le patron du cabaret lui aurait dit « Gymnopédiste, c'est une bien belle profession ». Le musicien Léopold Dauphin, quant à lui, affirme que les gymnopédies semblent avoir été composées par un sauvage qui aurait du goût. Le jeune Satie, parce qu'à l'époque il était encore jeune, fait déjà peine à voir, il faut bien le dire, il est pauvre et même très pauvre. Dans son journal intime, il note « Il est probable que prochainement je dusse déménager encore. En épitaphe à ma porte, il y aura « Faute de revenus, il partit ». Ses amis pourtant l'aident.
Ils sont là qui l'encouragent, l'invitent à dîner de temps en temps. Satie arrive toujours très en retard, vêtue de sombre, le teint blême, faisant de grandes révérences guindées et sérieuses et employant des formules de politesse volontairement excessives. Il a toujours l'air d'un clown triste. Il séduit ses amis par cette espèce d'humour loufoque qui partout le précède. En se tournant des années 1890, disons-le, l'humour n'en vient pas moins peu à peu à céder la place à l'accablement ou parfois même au découragement. Il écrit ainsi à son frère Conrad: « Je m'ennuie à mourir de chagrin. Tout ce que j'entreprends timidement rate avec une hardiesse inconnue jusqu'à ce jour. Que faire, sinon se tourner vers Dieu et le montrer du doigt? Je finis par supposer qu'il est encore plus bête qu'il n'est puissant, le vieil homme. » On se demande comment Satie va bien pouvoir s'en sortir, mais c'est une rencontre qui va le sauver. La rencontre étonnante avec un homme qui d'emblée va le fasciner, va l'envoûter. C'est une version un peu particulière de cette première gymnopédie d'Erik Satie que nous entendons là, puisqu'elle est orchestrée, et ça s'entend d'ailleurs. Il y a la sonorité particulière de Claude Debussy. L'orchestre des Concerts Lamoureux était dirigé par Yutaka Sado. Alors justement, en 1891, après un long et rude hiver qui s'est abattu sur sa pauvre carcasse, nous dit-il, Erik Satie va se quereller avec le propriétaire du Chat Noir, au point que j'en ai claqué la porte. Le chat et ses moustaches, dit-il. Il finit par trouver un nouvel emploi de pianiste à l'auberge du Clou. C'est pas bien loin de là, c'est avenue Truden. Salaire bien maigre et Satie doute de pouvoir se sortir de cette manière de sa misère qui devient obsédante. Et un soir, alors qu'il est en pause, assis à une table à gribouiller sur un coin de nappe des dirigeables et des châteaux forts toujours, une voix grave lui demande la permission de s'asseoir avec lui. Alors il lève les yeux, c'est un homme au large chapeau, à la barbe en pointe. « Dès que je le vis pour la première fois, dira Satie, je fus porté vers lui et désirais vivre sans cesse à ses côtés. J'eus pendant 30 ans le bonheur de voir réaliser ce vœu. » Cet homme, c'est donc Claude Debussy. Et on peut dire qu'effectivement, entre les deux amis, parce qu'ils vont devenir très amis, c'est une amitié sincère, profonde, intense, l'entente est immédiate. Si je n'avais pas Debussy pour causer des choses un peu au-dessus de ce dont causent les gens vulgaires, dira Satie, je ne vois pas comment je ferais pour exprimer ma pauvre pensée si je l'exprime encore. Leurs conversations sont extraordinaires, enthousiasmantes. Satie trouve Debussy pour autant bien trop imprégné, selon lui, d'un enseignement académique. D'après Satie, le compositeur, bien que titulaire du prix de Rome, n'a pas encore trouvé sa voie. Sur ce chapitre, j'avais une grande avance sur lui, dit Erik. Les prix de Rome ou d'autres villes n'alourdissaient pas ma marche. J'expliquais à Debussy le besoin pour un Français de se dégager de l'aventure Wagner. Je lui faisais remarquer que je n'étais nullement anti-wagnérien, mais que nous devions avoir une musique à nous, sans choucroute si possible. Satie est devenu une sorte de professionnel de l'anticonformisme. C'est sa maxime de création, l'anticonformisme. Lui qui a fréquenté pendant 7 ans le conservatoire dans sa jeunesse, on peut dire qu'il a toujours haï la discipline du conservatoire et ses conventions et ses règles académiques. Il a toujours jugé ce monde trop harmonique, c'est le nom qu'il emploie. On y apprend la musique, dit-il, dans un bâtiment vilain qui ressemble à un local pénitentiaire. Il affirme apprendre plus de la musique auprès des peintres qu'auprès des musiciens. Il a toujours refusé les étiquettes, Erik Satie. Il a toujours revendiqué de pouvoir coucher sur le papier 10 accords que l'on répète 8 fois de suite. Il recommande aussi de ne jamais accorder le piano. On entend moins les fausses notes, dit-il. Et il donne à ses œuvres des titres dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont quand même assez loufoques. Sonatine bureaucratique, embryon desséché, mais oui, vieux sequin et vieille cuirasse, sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes, lequel ne dort toujours que d'un œil. Faut pas dire que ce soit des noms de morceaux très classiques. Les pages de ces partitions foisonnent d'indications énigmatiques. Au lieu des traditionnels piano ou fortissimo qu'on lit sur toutes les partitions, eh bien, lui suggère à l'interprète, alors attention, tenez-vous bien, ouvrez la tête.
postulez en vous-même, ou bien encore, retirez votre main et mettez-la dans votre poche. Il y a même cette indication, cette didascalie, si je puis dire. C'est même plus là, on peut même plus parler d'indication. Hein. Ne sortez pas. On peut dire que la lutte contre l'ennui est pour Satie une obsession. Il craint de lasser son public et éternellement se demande pourquoi est-il plus facile d'ennuyer les gens que de les amuser. Alors, quand Debussy lui demande « Dis-moi, Satie, pourquoi viens-tu d'appeler ton dernier cahier « véritable prélude flasque pour un chien ?» On assiste à ce dialogue extravagant. Eh bien, mon cher Debussy, on trouve bien dans tes préludes la terrasse des audiences au clair de lune. Pourquoi pas les préludes flasques pour un chien ? Mais, dit Debussy, mes titres veulent dire quelque chose. Eh bien, les miens aussi. Les croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois plaisent beaucoup au fils de mon concierge. Tu as bien dédicacé ton Children's Corner à ta fille. Pourquoi est-ce que je ne dédierais pas les croquis et agaceries au fils de ma concierge ? C'est un petit qui a beaucoup de goût. Alors Debussy est un peu désarmé comme toujours, mais je n'y vois aucun inconvénient, dit-il seulement. Je préférerais de beaucoup que tu ne m'appelles plus ma bonne dame quand je reçois Stravinsky et Ravel. Ravel, c'est lui le grand compositeur, le maître absolu de l'orchestration. C'est Ravel qui va donner une impulsion véritable à la carrière de Satie, si tant est qu'on puisse employer ce terme. On est là en 1911. Satie est toujours aussi pauvre, j'allais dire, je vous rassure. Il a dû déménager à Arcueil, donc dans une chambre au loyer nettement moins élevé que le loyer de la rue Cortot. Et pour pouvoir manger, il compose ce qu'il appelle ses rudes saloperies. Mais parmi elles naissent de véritables trouvailles harmoniques, des valses souvent pleines de charme et de langueur. J'adore les valses de Satie, les 3 morceaux en forme de poire, je te veux, tendrement. Pour se défaire de la réputation qu'on lui a faite d'un autodidacte, il a même repris le chemin du conservatoire en s'inscrivant à la Schola Cantorum, rue Saint-Jacques. Et chaque matin, il a maintenant ses habitudes dans un café d'Arcueil, où on le voit se rendre aux alentours de 11h. Il commande une bière, il sort son petit cahier, un petit carnet de poche, vous savez, et puis avec des portées, et sur un coin de la nappe, eh bien, il se met à composer en couvrant ses portées de toutes sortes de notes avec une certaine nonchalance, toujours un cigare à la bouche. D'ailleurs, à ce propos, il affirme « Mon médecin m'a toujours dit de fumer ». Il ajoute à ses conseils « Fumez, mon ami, sans cela, un autre fumera à votre place ». En tout cas, il n'attend pas qu'un autre compose à sa place. Et donc, en cette année 1911, le travail va finir par payer. La main souveraine d'Alexandre Tarot interprétait ces véritables préludes flasques pour un chien. Mais oui, il faut se faire aux appellations étranges dont Satie avait adorné, si je puis dire, les partitions qu'il délivrait comme ça, un peu au hasard de ses inspirations. Ce 16 janvier 1911, donc, Maurice Ravel a décidé de présenter pour la première fois au public les œuvres d'un musicien mal connu. Ravel joue la seconde sarabande de Satie, Le Fils des Étoiles, Les Gnossiennes, la 3e gymnopédie, les morceaux en forme de poire. Et dans la notice qu'on a distribuée au public, on peut lire Éric Satie occupe dans l'histoire de l'art contemporain une place véritablement exceptionnelle. Ses œuvres surprennent par une prescience de vocabulaire moderniste et par le caractère quasi prophétique de certaines trouvailles harmoniques. Ravel, d'ailleurs, affirmera sa reconnaissance envers Satie, dont il dit qu'il lui aurait inspiré le boléro. Résultat, le concert Ravel de 1911 va assurer à Satie un véritable succès. Et ça y est, enfin, des éditeurs l'approchent et pour la première fois, ses œuvres pour piano vont donc être éditées, publiées. Est-ce que vous pensez que Satie va se montrer reconnaissant envers le maître Ravel ? Figurez-vous que pas du tout. Lorsque le compositeur du boléro refuse la Légion d'honneur, Satie l'accable de ce commentaire bien connu. Monsieur Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. Et il ajoute ironiquement, car comprenez-vous, l'essentiel n'est pas de refuser la Légion d'honneur, encore faudrait-il ne pas l'avoir méritée. Quant à Debussy, lui aussi finit par se fatiguer de Satie. Et puis c'est vrai que le nouveau succès de Satie va peut-être contribuer à l'éloigner. Il ne s'attendait pas à ce succès, ça l'étonne. Pourquoi, se demande Satie, ce bon Claude ne veut-il pas me laisser une toute petite place dans son ombre ? Je n'ai que faire du soleil, moi.
La tension entre les deux musiciens ne fait que s'accroître et Debussy finira par refuser d'assister au concert où sont données des œuvres de Satie. Satie complètement consterné par tout ça, ulcéré, qui lui répond par des lettres injurieuses. Et lorsqu'en 1914, la guerre est déclarée, le bon vieux Claude Debussy plonge dans un véritable désespoir. Vous savez, il est rongé par un mal qui l'empêche de composer, alors que Satie, qui lui a toujours décidé de vivre en marge, essaie d'afficher une espèce de crânerie. Il ne s'engage pas, il n'est ni pro ni anti-allemand, mais on le voit parcourir les rues d'Arcueil à l'heure du couvre-feu, en de délicieuses promenades où il raille les peureux armés jusqu'aux dents, nous dit un de ses biographes. Il semble avoir pris le parti de l'indifférence. Je vous dis indifférence, certains pourraient même dire inconscience. Et une nuit, Blaise Cendrars dira de l'avoir découvert couché au pied de l'obélisque de la Concorde, occupé à composer une musique pour la pharaone. Alors la guerre n'en finira pas moins par creuser la mélancolie constamment affleurante d'Éric Satie. Elle éreinte son sens de l'humour, cette guerre, et lorsqu'en mars 18, Debussy, atteint d'un cancer, finit par mourir, agonisant dans son lit, Satie est rongé par le remords. « Comme j'ai pu faire souffrir Debussy lorsqu'il était malade », dira-t-il. Il est maintenant cloîtré à Arcueil, ce compositeur solitaire qu'on ne voit presque plus sortir, et lors de ses errances nocturnes, certains, enfin ceux qui arrivent encore à le croiser, le voient amaigri avec toujours le col du par-dessus relevé et le chapeau melon vissé sur la tête, le bras appuyé sur le fameux parapluie noir. Tout effort fatigue maintenant Monsieur Satie. Il a même imaginé un jeu de ficelles pour pouvoir actionner la lumière sans avoir à quitter son lit. Ses colères, ses manies, son intransigeance frôlent la tyrannie. C'est un homme écorché vif. Et lorsqu'il s'éteint à l'hôpital Saint-Joseph, le 1er juillet 1925, ses amis vont donc aller à Arcueil pour s'occuper de ses affaires. Et c'est là qu'on découvre cette espèce de désordre à la fois effrayant et joyeux, avec ses parapluies noirs encore emballés, avec ses courriers qui ne sont pas lus dans un tas de poussière. Et puis, là, au milieu de tout ça, dans ce Capharnaüm, quelques partitions jamais jouées, quelques partitions jamais entendues que Satie prétendait avoir perdues dans l'autobus. Et face, si je puis dire, ou après Berlioz, évidemment, Gabriel Fauré, compagnon de route des Parnassiens et des symbolistes, chantre de la musique de chambre, dont le maître mot pourrait être le titre d'un poème de Verlaine qu'il a mis lui-même en musique, en sourdine. Vous voyez, on est bien loin de Berlioz, là. D'un côté, la fresque monumentale de Berlioz, que n'effraient pas les trompettes du jugement dernier, et de l'autre, une berceuse de la mort. Une expérience intérieure. Fauré s'inscrit dans la descendance peut-être d'un Pergolèse, si vous voulez, ou d'un Brahms. Je pense au Brahms du Requiem allemand. Là où la théâtralité de Berlioz fait plutôt penser au Verdi, annonce la Messa da Requiem de Verdi ou le War Requiem de Benjamin Britten. Dès sa création, le Requiem de Fauré a suscité toutes sortes de réactions. Il est trouvé païen par un journaliste de Guide musical en 1888. Alors ça ne fait pas du tout plaisir à Fauré. Voilà ce que réplique Fauré. « Mon Requiem. On a dit qu'il n'exprimait pas l'effroi de la mort. Quelqu'un l'a appelé une berceuse de la mort. Mais c'est ainsi que je sens la mort, comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d'au-delà plutôt que comme un passage douloureux. On a reproché à la musique de Gounod d'incliner trop à la tendresse humaine, mais sa nature prédisposait Gounod à sentir ainsi. L'émotion religieuse prend en lui cette forme. Ne faut-il pas accepter la nature de l'artiste? Quant à mon requiem, peut-être ai-je aussi d'instinct cherché à sortir du convenu. Voilà si longtemps que j'accompagne à l'orgue des services d'enterrement. J'en ai par-dessus la tête. J'ai voulu faire autre chose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gabriel Fauré était né le 12 mai
1845, dans l'Ariège, à Pamiers, dans une grande famille. Il est le fils d'un instituteur. Dès 9 ans, il part pour Paris. Il s'en va étudier à l'école Niedermayer, l'école de musique classique et religieuse de l'époque. Il va y rester 11 ans, avec plusieurs musiciens de premier plan, dont Camille Saint-Saëns en personne, qui lui enseigne le piano et qui va lui faire découvrir les grands compositeurs romantiques, Liszt, Schumann, Chopin, etc. Saint-Saëns, quand j'étais jeune, me disait souvent qu'il me manquait un défaut qui pour un artiste est une qualité, l'ambition, dira Fauré. Mais vous commencez à cerner notre personnage, évidemment. Il va s'essayer à la musique religieuse quand il a 19 ans avec son célèbre cantique de Jean Racine qu'on met à toutes les sauces dans à peu près toutes les manifestations. C'est une pièce pour chœur à 4 voix mixtes, cordes et orgue. Il compose une vingtaine de ses 96 mélodies, un genre dont il va passer pour un des plus illustres représentants français, la mélodie. Et puis il va mettre en musique les poèmes des Parnassiens et des symbolistes avec une particulière affection, avec une dilection pour Verlaine. Un tour de force, quand on pense à la musicalité propre au vers de Verlaine. C'était pas simple de mettre ça, de changer la musique, si je puis dire. Fauré d'ailleurs précise à propos de la mélodie, la forme importe beaucoup, mais le fond importe encore davantage. On aurait tort de croire que la forme poétique est indifférente. La forme musicale la complète heureusement. Voilà tout. C'est assez étonnant, ça, de la part d'un musicien, considérer que le fond prime sur la forme, d'une certaine manière. Et il ajoute « L'essentiel est de comprendre son poète, de le sentir, mais il ne faut jamais s'attaquer à un médiocre, car il suffit d'un mot de trop, d'un adjectif mal placé pour faire boiter la plus belle page, tandis qu'une prose rythmée, si elle est fluide, harmonieuse, pourra servir de thème merveilleusement. » On trouve ce propos de Gabriel Fauré dans la Revue musicale en 1911. Donc, quand il a 25 ans, il était né en 45, on est donc en 1870, il va s'engager dans l'armée. On est au moment de la grande guerre franco-prussienne. Il se mobilise pour lever le siège de Paris. Fauré est incorporé au 28e ERI, au 28e régiment d'infanterie, et il va participer de cette manière à des combats qui ont laissé leur nom dans l'histoire, à Champigny, au Bourget, à Créteil. Il reçoit la Croix de guerre. Ses compagnons d'infanterie racontent qu'il se lance au débeauté dans des improvisations sur le piano qui est là, qui se trouve disponible dans n'importe quelle maison abandonnée. Ça met un peu de cœur au ventre, si vous voulez. Et pour quelque temps, il va devenir par la suite organiste à l'église Saint-Honoré d'Eylau, construite juste avant. C'est une église flambant neuve à l'époque. Et puis, il gagnera du galon en décrochant le poste d'organiste titulaire à Saint-Sulpice. Ça, c'est la consécration, évidemment. Il participe au salon de Saint-Saëns également. Il y a là la célèbre chanteuse Pauline Garcia, qui est plus connue sous le nom de Pauline Viardot, n'est-ce pas? Et il va d'ailleurs courtiser la fille de Pauline Viardot, Marianne, avec laquelle il se fiance. Il complète sa sonate pour violon et piano numéro 1, qui rencontre un vrai grand succès. Quelle joie vaut la tristesse de cette musique charmeuse, dira Colette, qui s'y connaît. La période est propice. À la mi-avril, Gabriel devient maître de chapelle à la Madeleine. Il a été recommandé, il faut dire, par Saint-Saëns et Gounod. Ça va comme soutien dans une carrière. Le poste n'est pas très bien rémunéré, mais vous imaginez le rayonnement qu'il confère aux titulaires. Évidemment, quand vous êtes maître de chapelle à la Madeleine, dans cette fin de 19e siècle, Fauré, en parallèle, donne des cours de piano privé qu'il peut facturer d'autant plus cher. Il accompagne également des chorales, etc. Il est donc fiancé à Marianne, et voilà que les fiançailles sont rompues en octobre 1877. Alors pour quelle raison ? Il semblerait que Marianne ait porté à son fiancé des sentiments un peu ambivalents, qu'il y ait de la crainte qui soit venue se mêler à son affection. En tout cas, c'est dur ça pour Fauré. Il a 36 ans et il accuse le coup. C'est une épouvantable erreur qui a pu l'amener à douter de tout ce que ma tendresse aurait eu de respectueux pour sa tranquillité, pour son indépendance, dit-il. Elle a pu croire que j'étais soupçonneux et susceptible, quand je n'étais en vérité qu'inquiet de ne pas la voir assez vivement ressentir les sentiments que je croyais lui avoir inspirés.
cet horrible effondrement de mon bonheur est plus le fait d'un effroyable malentendu que le résultat de calculs qui ne sont pas, je vous le jure, dans le caractère de cette vraiment bonne créature que j'aurais tant de peine à ne plus voir. Fauré va garder avec la famille Viardot de bons rapports, néanmoins, mais vous avez compris que pour lui, cette rupture est un terrible choc. Ah, il est temps de voyager, de prendre un peu l'air. Il voyage à Weimar, Fauré. Il va rencontrer Liszt à Weimar. Il lui déclare que sa ballade est trop difficile à déchiffrer. Vous imaginez quand vous êtes Liszt et que vous dites à un jeune compositeur français que vous n'arrivez pas à déchiffrer sa ballade, c'est quand même un peu bizarre. Bref, il se rend ensuite à Cologne pour assister aux productions de l'Anneau du Nibelung, de Wagner évidemment. Il admire Wagner, mais comme tout le monde admire Wagner à l'époque, il compte parmi les rares compositeurs cependant de sa génération qui ne tomberont pas dans le wagnérisme, qui ne va pas se mettre à plagier Wagner, pas du tout même. Il assure à la Madeleine ses services quotidiens, bien sûr, il donne ses leçons de piano et d'harmonie à des fins alimentaires, vous l'aurez compris, et c'est seulement quand arrive l'été qu'il peut composer. En réalité, il tire pas tellement d'argent de ses compositions, c'est un excellent pianiste, comme le montre la facilité avec laquelle il compose ses pages, c'est déjà un professeur recherché. Parmi ses élèves, on trouve Thérèse Roger, qui est douée d'une très jolie voix et qui plus tard sera une interprète privilégiée du Pie Jésus de son requiem. Il lui écrit d'ailleurs ces mots gracieux qui font un petit peu office d'autoportrait, si l'on veut. Vous êtes doué des qualités qui font les véritables artistes, c'est-à-dire d'un peu de paresse, de beaucoup d'intelligence et d'un cœur ardent pour les belles et bonnes choses. Est-ce que ce ne serait pas à inscrire en lettres d'or sur le manteau de cheminée de ceux qui prétendent créer ? Fauré n'a plus très loin de 40 ans là maintenant et il faut qu'il fasse une fin, si je puis dire. Alors il épouse Marie Frémier, la fille du célèbre sculpteur, la fille d'Emmanuel Frémier, fille tout à fait réservée au demeurant. Ils vont tous les deux s'installer avenue Niel, dans le 17e arrondissement de Paris. Elle lui donnera 2 fils, Emmanuel et Philippe. Et pendant cette période, il écrit des pièces pour piano, toujours des mélodies. Fauré n'est pas tendre avec lui-même, il lui arrive très souvent de détruire ce qu'il a composé. Il ne garde que quelques motifs qu'il réutilisera dans d'autres pages. Et parmi les pages célèbres, il faut mentionner cette élégie, désormais au répertoire de tous les violoncellistes et que vous venez d'entendre. L'œuvre est créée le jour de ses 38 ans à la Société nationale de musique de Paris. Le temps passe, évidemment, il devient une figure un peu parisienne, Gabriel Fauré. En 1886, il fait la connaissance de la plus mondaine des mondaines, la comtesse Greffeuil, par l'intermédiaire de Robert de Montesquieu, et elle va lui apporter son soutien. Et quand vous êtes soutenu par une personnalité comme elle, évidemment, ça aide un peu. Elle l'associe à la création de la Société des grandes auditions musicales. Elle fait jouer ses œuvres, elle l'invite régulièrement en villégiature à Dieppe, dans sa somptueuse villa. Il l'appelle Madame Maffei, mon roi de Bavière. Vous comprenez l'allusion directe à Wagner et Louis II. Et il l'initie d'ailleurs à la musique de Wagner. C'est à elle qu'il dédiera sa célèbre Pavane, véritable portrait musical. Et il lui offre évidemment la partition comme il se doit. Il fait également la connaissance de Marcel Proust. D'ailleurs, c'est Proust qui va écrire, qui écrit à Fauré. On est en 97 ou 98. Monsieur, je n'admire pas seulement votre musique, j'en ai été, j'en suis encore amoureux. Bien avant que vous me connussiez, vous me remerciez d'un sourire dans les concerts et les réunions, le tapage de mon enthousiasme ayant foré à un 5e salut votre dédaigneuse indifférence au succès. L'autre soir, je me suis enivré pour la première fois avec le parfum impérissable. C'est une mélodie sur un poème de Lecomte de Lille, ce parfum impérissable. Et, ajoute Proust, c'est une ivresse dangereuse, car depuis j'y suis revenu tous les jours. Voilà, monsieur, 100 fois moins que je ne pourrais vous dire, car je connais votre œuvre à écrire un volume de 300 pages dessus, mais 100 fois plus que par timidité, je ne vous aurais jamais dit.
En 1892, Fauré a été nommé inspecteur des conservatoires nationaux. Il avait donc bientôt 50 ans, enfin 47 ans exactement. Inspecteur des conservatoires nationaux de province. Il entame donc toute une série de voyages à cette époque-là. Il va d'ailleurs aller à Londres. À partir de 1900, il s'y rendra chaque année. Il complète un cycle de mélodies, La bonne chanson d'après Paul Verlaine, dont il dit: quel singulier, étrange, incompréhensible personnage. Comment une créature humaine, si merveilleusement douée, peut-elle se complaire dans ce perpétuel aller et retour entre la brasserie et l'hospice ? La partition prédomine. Elle est élaborée harmoniquement, elle est écrite sous l'emprise d'une espèce d'euphorie. Le dit un de ses élèves: « Je n'ai rien écrit, jamais, aussi spontanément que la bonne chanson. » Je dois ajouter que j'y ai été aidé par une spontanéité de compréhension au moins égale de celle qui en est restée la plus émouvante interprète. Le plaisir de sentir vivre et s'animer ces petits feuillets au fur et à mesure que je les apportais, je ne l'ai plus rencontré jamais. Il faut dire que Fauré aura eu avec cette émouvante interprète une liaison passagère. Nous parlons de celle qui deviendra plus tard l'épouse de Claude Debussy, Emma Bardac. Ce requiem est venu assez naturellement à Fauré, cette idée de composer une messe des morts, peut-être renforcée d'ailleurs cette idée par la perte de ses parents, respectivement en 1885 et 1887. Quelques pages de l'œuvre sont jouées dès 88 pour les obsèques de Joseph-Michel Le Souffaché, qui était l'architecte qui avait participé aux aménagements de Versailles sous Louis-Philippe et qui avait entre autres été le créateur du château de Sceaux. En soliste dans Le Pied-Jésus, le futur compositeur Louis Aubert. Chez Fauré, le drame de la mort est intime, peut-être plus intime que chez d'autres. D'ailleurs, il va enlever tout ce qu'il y a de tapageur. Il supprime l'essentiel de la longue séquence du Dies Irae, qui quand même chez Berlioz, par exemple, représente la moitié de son requiem. Et il ne garde comme allusion au jugement dernier que ce qu'il y a dans le Libérame, avec des basses qui accompagnent cette marche funèbre, qui rappelle une sorte de cortège des défunts. Le message est clair chez Fauré. Chaque individu, personnifié par le baryton qui incarne l'homme devant la mort, si je puis dire, chacun reçoit l'angoisse de la mort, mais la perspective de cette fin concerne en vérité l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi il y a ce chœur qui est là et qui reprend la phrase du soliste. Comme le souligne Mathieu Romano, le chef du chœur à Édesse notamment, le requiem s'adresse à chacun de nous, mais aussi à l'universel qui est en nous. C'est comme ça sans doute qu'il faut le comprendre. Il y a évidemment ce Pied-Jésus, qui est une séquence à part entière, la fin du Dies Irae. La mélodie est confiée à une soprano, parfois donc à un jeune garçon, vous l'aurez compris au moment de la création, c'était Louis Aubert. Et c'est une voix qui semble angélique, qui semble descendre du ciel. Berlioz terminait son requiem. Celui de Berlioz dure 1h15, celui de Fauré 35 minutes, ça vous donne une idée. Il terminait par l'Agnus Dei, Verdi par le Libérame, Mozart, lui n'a pas pu finir le sien, mais vous savez que Sussmayer, son élève, l'a achevé sur le Lux Aeternae. Fauré, lui, opte pour une antienne, traditionnellement chantée après la messe des défunts, quand le cortège se rend au cimetière, un In Paradisum, qui est en quelque sorte une consolation et qui résume assez bien la vision qu'il a voulu donner de cette pièce si particulière. En 1924, les funérailles de Fauré seront des funérailles nationales, et bien sûr que c'est à la Madeleine qu'on jouera son requiem. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qu'est-ce que c'est que cette messe des morts que vous venez de faire chanter ? Demande à son maître de chapelle le curé de la Madeleine. Mais monsieur le curé, c'est un requiem de ma composition, répond Fauré. Voyons, monsieur Fauré, nous n'avons pas besoin de toutes ces nouveautés. Le répertoire de la Madeleine est bien assez riche. Contentez-vous-en. C'est dans ces termes pas très prophétiques qu'a été accueilli ce morceau qui est sans doute une des plus célèbres pages du répertoire sacré et qui est
plébiscité lors des enterrements de nos jours. Le succès avait précédé les premiers tirages, ce qui d'ailleurs a été une surprise pour Fauré lui-même. Il écrit à Willy, l'époux de Colette, vous savez, en 1900. « On joue mon requiem à Bruxelles et à Nancy et à Marseille et à Paris au conservatoire. Vous verrez que je vais devenir un musicien connu. » Oui, on doit pouvoir le dire. J'aimerais pour conclure citer, et c'est une idée de Jérémy Bigori, citer Éric Lebrun, qui vient de faire paraître chez Bleu Nuit Éditeur un Fauré, tout simplement. L'attitude du compositeur par rapport à la foi chrétienne semble éclairer le requiem d'une manière inhabituelle. Il convient de rappeler d'abord que le jeune musicien excellait dans la connaissance de sa religion de baptême lors de ses études à l'école Niedermayer, mais son honnêteté morale dans ce domaine l'a conduit assez rapidement à prendre une certaine distance avec les dogmes de l'Église catholique. Pour lui, transmettre sans précaution les fondements de la foi et les sacrements relevait d'une sorte d'abus de confiance qu'il n'assumait pas. Cela ne signifiait pas une absence d'admiration, voire de dévotion pour le Christ, mais cela c'était le secret de son âme. Le requiem est conçu comme la prière confiante d'un cœur qui se remet dans les mains d'un Dieu d'amour qui ne le condamne pas. C'est l'œuvre d'un serviteur fidèle qui se refuse à tout prosélytisme, mais ose un geste d'abandon, tout en gardant ses questionnements secrets pour l'au-delà. Il va passer ses 18 premières années à la côte Saint-André, Berlioz, dans une vie assez agréable, un petit peu monotone peut-être, mais protégé du rude contact des aspérités sociales. Quelque chose de douillet, en somme. Il est reçu bachelier à 17 ans à Grenoble, et là il faut choisir une carrière. Alors son père veut absolument qu'il soit médecin. Hector et son cousin Alphonse Robert vont partir pour Paris. Il va devenir Alphonse un médecin distingué de la capitale, mais Hector, lui, ça va être autre chose. Il emménage rue Saint-Jacques, il va changer d'ailleurs 2 fois d'adresse. La rue Saint-Jacques, depuis l'époque romaine, c'est la principale artère méridionale de la ville, vous savez. Et elle est ainsi nommée parce que c'était le point de départ des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. L'agitation s'empare de Paris à l'automne 1822. Il y a des menaces contre la presse à l'époque. Vous savez, on est dans cette deuxième restauration un peu compliquée avec une aspiration à la liberté politique. Bref, les étudiants en médecine comptent au nombre des agitateurs. Le tumulte finit par impatienter Louis XVIII qui décide de fermer la fac de médecine pour 5 mois. Ah, ça, pour Berlioz, ça tombe très bien. C'est ce qu'il espérait. Il peut vaquer à d'autres occupations. On le voit beaucoup à la bibliothèque du conservatoire. Et il se met à déchiffrer bien plus de partitions encore. Il est passionné. Le conservatoire, école royale de musique et de déclamation, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, se trouve dans l'hôtel des Menus Plaisirs, à l'angle de la rue Bergère et aux 2 bis de l'actuelle rue du conservatoire, avec à la tête de ce conservatoire, un certain Luigi Cherubini. Mais oui, la salle des concerts du conservatoire a été construite par François-Jacques Delannoy en 1811. Autant dire qu'elle est magnifique, elle est flambant neuve. Ses dimensions sont relativement modestes. Son acoustique va faire le bonheur de Berlioz, qui donnera là ses premiers concerts, en attendant celui du 5 décembre 1830, au cours duquel sera créée la symphonie fantastique. Il se rend aussi beaucoup à l'opéra. Il voit Iphigénie en tauride de Gluck, juché tout là-haut, vous savez, là où les places sont pas chères du tout, au poulailler. Et malgré le peu de visibilité, c'est pour lui un choc. C'est là d'ailleurs qu'il a eu la révélation, qu'il s'est dit « Je vais devenir compositeur, je jurais », écrira-t-il, en sortant de l'opéra, que malgré père, mère, oncle, tante, grands-parents et amis, je serai musicien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors maintenant, il lui faut un lieu pour faire entendre sa musique. Il va réussir à faire créer la messe solennelle à l'église Saint-Roch en 25. On le voit beaucoup au théâtre de l'Odéon. Alors on joue du théâtre à l'Odéon, mais il y a aussi des pièces musicales, et c'est là que Berlioz va découvrir la musique de Karl Maria von Weber. C'est une représentation du Freischütz. C'est aussi à l'Odéon qu'il a le projet de faire représenter son opéra Les Francs Juges. Ah, mais ça va pas se passer comme il l'aurait voulu. Et puis c'est à l'Odéon en 27 qu'aura lieu, selon les mots de Berlioz lui-même, le plus grand drame de sa vie. Entendez
la découverte de Shakespeare et notamment d'Hamlet, puis de Roméo et Juliette. Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me foudroya, dira-t-il. Il est tout aussi foudroyé par le désir que lui inspire en vérité l'interprète irlandaise Harriet Smithson. Elle joue Juliette, elle joue Ophélie. Le tout Paris est sous le charme de cette femme aux grands yeux noirs avec sa chevelure souple. Elle est extraordinaire. Elle a l'air un peu démente parfois, mais elle est surtout d'un réalisme et d'une vitalité qui surprennent à cette époque. La passion éperdue que lui voue notre Hector ne l'empêche pas en 30 de se fiancer avec une certaine Camille Mock, qui donne des cours de piano dans un institut orthopédique pour jeunes filles. Berlioz lui-même y enseigne le seul instrument dont il sait jouer convenablement, qui est la guitare. 3 fois par semaine, je quittais ma mansarde de la rue Richelieu, dit-il, et m'acheminant tristement le long de cet interminable boulevard, j'allais avec une sombre résignation jusqu'auprès de la place de la Bastille enseigner les divertissements de Carouli. Mes élèves sortaient à peine de l'enfance, presque tout étaient timides comme des agneaux et intelligentes comme des pintades. Oui, mais on est au 19e, on a encore le droit de faire ce genre de remarques. Berlioz change plusieurs fois d'adresse avant son départ pour Rome. Il a bien l'intention de décrocher le Grand Prix de Rome, qui est devenu indispensable à cette époque dans la carrière de tout musicien qui se respecte. Il a eu son prix de Rome, Berlioz, avec sa cantate Sardanapale. On est en 1830, c'était la 4e tentative. Quand même, il est galvanisé maintenant par cette révolution qui agite Paris. Il fait entonner la Marseillaise par la foule massée dans la galerie Goldberg et dans la galerie Vivienne, qui est là juste à côté. Et d'ailleurs, il y a une plaque dans la galerie Vivienne qui immortalise ce moment et qui cite un extrait des mémoires. Il évoque ces 4 ou 5 000 voix entassées dans un lieu sonore fermé à droite et à gauche par les cloisons en planches des boutiques, en haut par des vitraux et en bas par des dalles retentissantes. Il faut dire qu'en 1830, la capitale est non seulement celle de la France, mais aussi un peu celle de l'Europe. Voyez, tous les chanteurs et tous les virtuoses, à quelque nation qu'ils appartiennent, la réputation et les succès qu'ils peuvent avoir obtenus autre part ne sont rien pour eux, tant que les applaudissements du public parisien ne les ont pas solennellement ratifiés. On a beau lui offrir en 46 d'être maître de chapelle à Vienne. Non. C'est à Paris que Berlioz entend bien s'imposer. Le centrum gravitatis du monde musical et de tous les mondes possibles, dit-il. Il s'installe avec Harriet. Il a fini par se marier quand même avec Harriet le 3 octobre 33. Il s'est marié à la mairie du 1er arrondissement et à la chapelle de l'ambassade britannique, qui se trouve l'une et l'autre rue du Faubourg Saint-Honoré, avec rien moins que Franz Liszt pour témoin. Un enfant, Louis, va naître de cette union l'année suivante. Il est né à Montmartre. Le couple s'est installé là-haut. C'est la grande époque de la Nouvelle-Athènes et on aime tous ces quartiers du nord de Paris. Christian Vasselin a fait paraître, c'est ce qui justifie, c'est ce qui nous a inspiré avec Jérémy Bigori dans cette émission. Il a fait paraître un petit livre aux éditions Alexandrine dans la belle collection Le Paris des artistes, qui s'appelle donc tout simplement Le Paris de Berlioz. Voilà ce qu'il dit. Y trouver refuge pour Berlioz, c'est renouer avec la campagne qu'il a connue dans le Dauphiné. Alors Montmartre, c'est peut-être pas le Dauphiné, mais bref, c'est réconcilier les contraires, la solitude et la société, l'innocence et le théâtre, c'est habiter une Thébaïde, pouvoir descendre le matin dans Paris-Babylone et remonter le soir dans un monde clos, idyllique, apaisé. Après tout, c'est un rêve, ça, non ? Le 12 mai 34, il écrit à sa sœur Adèle « Nous avons eu lundi dernier une espèce de petite partie de campagne. Mes amis sont venus passer une demi-journée chez moi. C'étaient des célébrités musicales et poétiques, messieurs Alfred de Vigny, Anthony Deschamps, Liszt, Hiller et Chopin. Nous avons causé, discuté, art, poésie, pensée, musique, drame, enfin, ce qui constitue la vie, en présence de cette belle nature, de ce soleil d'Italie que nous avons depuis quelques jours. » Berlioz va composer là, va composer à Montmartre des partitions comme Harold en Italie, Benvenuto Cellini. Il entame une carrière de journaliste au journal des débats. Il faut bien arrondir les fins de mois. Il est critique musical et on redoute ses critiques, inutile de vous dire. Mais son ermitage à Montmartre se révèle un peu trop éloigné du centre de la capitale. Il passe beaucoup de temps dans les transports. Il passe beaucoup de temps en fiacre pour se rendre au concert, pour
apporter ses articles à la rédaction. Bref, il a décidé de quitter la butte. Il faut vous dire que son opéra Benvenuto Cellini a finalement été créé à l'Opéra le 10 septembre 38. C'est encore l'Opéra Le Pelletier à l'époque. Il sera là donné 4 fois. Tel un rideau retors, une barrière définitive est tombée entre Berlioz et l'opéra, qu'il ne lui sera plus possible de renverser, nous dit Christian Vasselin. L'opéra, on vient de le déplacer puisqu'il y a eu, vous savez, on a raconté ça ici, le 13 février 1820, la mort du duc de Berry, donc le bâtiment a été condamné, c'est la damnatio memoriae, il doit être démoli. Le roi Louis XVIII donne son accord et l'opéra, qui donc est démonté pierre par pierre, va être reconstruit, ce que je vous disais, rue Le Pelletier. C'est cet opéra-là qui brûlera en 1873, après avoir subi aussi en 59 le terrible attentat d'Orsini. Bref. Le 5 décembre 37, la grande messe pour les morts fait vibrer les voûtes de l'église des Invalides. La représentation qui était prévue pour la commémoration de la Révolution de 1830 est annulée. La première du Requiem finalement aura lieu lors d'un service funèbre pour les soldats morts au moment de la prise de Constantine. On est en pleine conquête, fin de la conquête de l'Algérie à l'époque. De l'automne 36 jusqu'en 44, on retrouve Berlioz rue de Londres, et là maintenant il est au cœur de cette nouvelle Athènes qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort, même s'il fera pas mal de déménagements. Il sera jamais propriétaire de son logement, donc selon les loyers, il lui arrive de déménager. Une commande du ministère de l'Intérieur va lui permettre de créer sa grande symphonie funèbre et triomphale en prévision de la grande célébration du 10e anniversaire de la Révolution de 1830 à Paris. Il faut imaginer pour ces célébrations une sorte d'immense corbillard qui s'achemine vers la place de la Bastille avec les corps des victimes des Trois Glorieuses. La cérémonie a lieu le 28 juillet 1840. C'est Berlioz en personne, en uniforme de la garde nationale s'il vous plaît, qui dirige en marchant à reculons une immense fanfare. Elle fait 200 musiciens. Ça doit être incroyable ça. La répétition en salle a été satisfaisante, mais l'exécution en plein air, c'est moins brillant. L'œuvre va susciter à une autre occasion l'enthousiasme démonstratif du public. Un soir, dans la salle Vivienne après l'apothéose, quelques jeunes gens s'avisèrent de prendre les chaises et de les briser contre terre en poussant des cris. Le propriétaire donna immédiatement ses ordres pour qu'aux soirées suivantes, on eût à empêcher la propagation de cette nouvelle manière d'applaudir. Oui, on comprend. Le 1er août 1844, Berlioz emménage au 43 de la rue Blanche, mais sa femme y habitera seule. Vivre avec elle est devenu insupportable, écrit Christian Vasselin. Harriet n'a jamais su trouver sa place sur les scènes parisiennes. Au chômage depuis 10 ans, elle s'est réfugiée dans l'alcool. Il ne lui reste qu'à traîner sa beauté fanée entre le velours terni des fauteuils et le craquement des boiseries. C'est bien dit, mais c'est terrible. Et Berlioz la fuit, la plupart du temps au 41 de la rue de Provence, chez la chanteuse Marie Recio, qu'il connaît depuis 1840. Harriet s'installera au 65 de la rue Blanche à partir de 47, puis elle retournera l'année suivante à Montmartre, où elle finira par mourir en 1854. Et le petit Louis, entre-temps, a été envoyé en pension dans un collège de Rouen. Arrive le 6 décembre 46 avec la première de la damnation de Faust à l'Opéra Comique. L'œuvre est d'un romantisme noir. Elle ne séduit pas la salle qui, du reste, est à peine remplie. Et ça, pour Berlioz, c'est une mauvaise nouvelle financière, notamment. Il dira à Balzac qu'il est ruiné. Il faut dire qu'il sait à qui s'adresser, parce que Balzac n'est pas beaucoup mieux à la même époque. Le mot parisien va prendre sous la plume de Berlioz un sens négatif à partir de ce moment-là. On le sent vraiment un peu aigri tout de même. Oubliez les manières parisiennes et la conversation parisienne et toute espèce de style parisien, écrit-il à un moment. Il n'y a rien à faire, écrit-il ailleurs, dans cet atroce pays, et je ne puis que désirer le quitter au plus vite. Je suis comme les oiseaux de proie, obligés d'aller chercher ma vie au loin. Les oiseaux de basse-cour seuls vivent bien dans leur fumier. Oui, voilà, donc quand je vous dis aigri. Berlioz se partage entre Londres et Paris.
sans compter un certain nombre de voyages en Allemagne. J'y fais de la musique, chose qui m'est absolument interdite à Paris, dit-il. Et il continue de déménager. Il vit toujours avec sa belle-Marie qui emménage avec lui au 4 de la rue de Calais. 2 de ses ouvrages vont remporter malgré tout un succès inattendu. L'oratorio L'Enfance du Christ, c'est l'œuvre de Berlioz préférée de ceux qui n'aiment pas Berlioz, si je puis dire. Elle est créée dans son intégralité le 10 décembre 54 à la salle Hertz, inaugurée rue de la Victoire en 38. Et puis le Te Deum l'année suivante à l'église Saint-Eustache. Berlioz s'est un petit peu réconcilié avec ces Parisiens qu'il finissait par détester. Il va entreprendre son grand œuvre, Les Troyens d'après Virgile, d'autant que ces messieurs de l'Institut, c'est lui qui les appelle ainsi, ont fini par l'accueillir dans leur rang. Après 4 échecs successifs, il y est entré le 21 juin 56, mais son grand opéra ne remporte pas le succès qu'il espérait. Au théâtre lyrique, ce qu'on appelle le théâtre de la ville aujourd'hui, en place du Châtelet, où la première a lieu, l'œuvre qui est jugée un peu longue a été mutilée et ça n'a pas fait plaisir à Berlioz. À l'époque, il y a un personnage, il y a un compositeur dont le nom est sur toutes les lèvres, c'est Wagner, bien entendu. Tannhäuser voit sa création parisienne le 13 mars 61 et ce jour-là, Berlioz et Gautier se croisent sur les marches du Grand Opéra. La toute jeune fille du poète, Judith, qui est la future égérie wagnérienne, interpelle Berlioz. On voit bien que vous parlez d'un artiste et d'un confrère et de toute façon, il s'agit d'un chef-d'œuvre. Il faut dire que pas moins de 160 répétitions ont été nécessaires pour monter cet opéra de Wagner qui suscite, disons-le, la jalousie de Berlioz, qui préfère ne pas exercer ses talents de critique musicale dans le journal des débats. Il délègue la besogne, mais il écrit une lettre à son fils Louis au sujet du scandale suscité à Paris par Tannhäuser. Il y a toute la cabale des membres du Jockey Club, ça nous entraînerait sur un autre terrain. Voilà ce que dit la lettre. La deuxième représentation de Tannhäuser a été pire que la première. On ne riait plus autant, on était furieux. On sifflait à tout rompre malgré la présence de l'empereur et de l'impératrice qui étaient dans leur loge. L'empereur s'amuse. En sortant sur l'escalier, on traitait tout haut ce malheureux Wagner de gredin, d'insolent, d'idiot. La presse est unanime pour l'exterminer. Pour moi, je suis cruellement vengé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie Recio, qu'il a donc épousée, va mourir d'un arrêt cardiaque en 1862. Et en 67, c'est au tour de Louis, qui était devenu marin, de mourir prématurément de la fièvre jaune. Il meurt à La Havane. Vous imaginez la solitude maintenant de Berlioz. Paris est pour moi un cimetière, ses pavés sont pour moi des pierres tumulaires. Partout, je trouve des souvenirs d'amis ou d'ennemis qui ne sont plus. Là, j'ai rencontré Balzac pour la dernière fois. Ici, je me suis promené avec Paganini. Ailleurs, j'ai conduit la duchesse d'Abrantès, une bonne femme absurde. Voilà la maison qu'habitait Madame de Girardin, une femme d'esprit qui me tenait pour un imbécile. Voilà le trottoir où j'ai causé avec Adolphe Nourri la veille de son départ pour Naples. Cette maison désolée est celle de la pauvre Rachel, etc., etc. Ils sont tous morts. Que de morts! Eh bien, il va mourir à son tour, Berlioz, le 8 mars 1869, à son domicile de la rue de Calais, et il sera enterré au cimetière Montmartre, non loin. Il y repose aujourd'hui avec Henriette et Marie, ses 2 épouses. Il est bien entouré dans sa tombe, mais il est bien entouré dans le cimetière aussi, avec Heinrich Heine, avec Théophile Gautier, Horace Vernet, Vignier, Stendhal et Pauline Viardot. Le Panthéon, pourquoi pas transférer les cendres de Berlioz au Panthéon? C'est ce que proposent pas mal de fans, d'admirateurs. Ce n'est pas l'idée de Christian Vasselin qui nous dit que c'est une fausse bonne idée. Laissons-le dans son jardin. Il est l'esprit du lieu. Vous écoutez Radio Classique.